est représenté par nos administrateurs sur l'ensemble des départements. On a au moins un administrateur par département, ce qui est plutôt intéressant. Voilà. Sur la question de l'emploi, je vais y revenir. Hein. Donc, du coup, c'est nos 4 missions là sur la représentation politique, le développement économique, la promotion de l'observatoire sont des missions harmonisées. Nous, on a œuvré pour un nouveau projet politique, un nouveau plaidoyer pour alerter les élus. Alors, sur le marathon électoral que nous vivons, hein, entre les élections municipales de 2020 et puis celles de 2022, il y a tout un marathon électoral et on essaye de soutenir, en tout cas, de soutenir le fait que l'ESS est un mode de développement viable, durable et qu'il faut le prendre en compte dans les différentes politiques d'intervention, différentes politiques publiques. Donc voilà, ce mode d'entreprendre, il répond voilà, en fait, il permet des décisions collectives plutôt qu'individuelles. Il permet des coopérations plutôt de la compétition. Comment vous voulez que notre monde évolue quand on voit que les labos sont en compétition pour créer un vaccin? Et ça, c'est un avis personnel. C'est quand même incroyable. On est dans la compétition alors qu'il faudrait coopérer pour trouver un vaccin. C'est quand même incroyable. Pourquoi? Pour avoir cet objectif de gagner de l'argent toujours et encore plus. Bref, donc sur le développement économique, ça c'était la partie personnelle, mais c'est vraiment quelque chose qui nous questionne en fait depuis des années. Sur le développement économique, donc on accueille des porteurs de projets lors des réunions d'information collective sur l'ESS. Hein. Nous, on n'est pas une structure d'accompagnement, il y en a qui le font très bien. On est plutôt une première porte d'intervention. Et puis sur la coopération économique, on essaye de travailler avec les entreprises privées à l'ESS. Hein. Effectivement, nous ne sommes pas dans un silo. Il y a des entreprises également privées RESS qui défendent des valeurs. Et puis, il y a des associations et des coopératives qui sont complètement à côté de la plaque dans leur manière de manager, dans leur manière d'effectuer cette fameuse transition écologique et solidaire sur les valeurs environnementales qui sont voilà, un peu limites. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler en bonne intelligence avec les collectivités dans le cadre de leur achat public et puis les autres partenaires. Donc, on organise, comme les autres consulaires, des salons d'affaires. Sur l'emploi, nous ne sommes pas le pôle emploi de l'ESS, hein, des acteurs qui le font très bien, comme la Maison de l'Emploi, le Pôle emploi, la PEC pour les cadres, etc., etc. Nous, on a plutôt cette mission d'acculturation des acteurs de l'emploi pour qu'ils puissent davantage en parler auprès de leur public. C'est un peu ça notre créneau. Et du coup, c'est pour ça que je remercie quand même la Maison de l'Emploi avec laquelle on travaille depuis quelques années maintenant. Et donc, du coup, on va essayer on a des sites hein, différents. On a le site de la CRES, vous avez d'offres d'emploi. Mais ça, je vais laisser parler plus Nicolas sur la recherche d'emploi dans l'ESS, que je pourrais en dire plus, mais c'est bien qu'on soit à deux. De toute façon, il faut être toujours à deux. L'ESS, il faut être au moins deux. Donc, ça, du coup, voilà. Sur le développement économique et sur la promotion de l'observatoire, très rapidement. Du coup, notre objectif, c'est de sensibiliser le grand public, notamment les jeunes à l'ESS et à l'entrepreneuriat dans l'ESS. Voilà, que ce soit de l'école élémentaire à l'université. Et puis, sur l'observatoire, vous retrouvez vraiment pas mal de publications sur notre site internet sur les panoramas, les chiffres que vous avez vus. On travaille beaucoup avec l'INSEE, sur des études, notamment sur la transition écologique et énergétique. Et puis voilà d'autres données que l'on peut avoir. Donc pour tout ça, nous sommes 13 salariés sur 3 sites, Poitiers, Limoges, Bordeaux. Et donc du coup, n'hésitez pas. Une dernière chose, donc nous sommes situés au Point Commun, donc c'est rue Malbec à Bordeaux près de la gare, donc dans un bâtiment qui s'appelle le Point Commun, qui regroupe 8 structures de financement et d'accompagnement d'économie sociale. Donc voilà. Donc si vous souhaitez venir, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Et juste une chose, mais Nicolas va le dire, mais c'est vraiment, vous avez la possibilité lorsque vous êtes, si vous souhaitez travailler dans l'économie sociale et solidaire, il faut faire très attention où est-ce que vous atterrissez. Et moi, je conseille vraiment le guide des bonnes pratiques, je l'ai là, de l'économie sociale et solidaire, donc qui est obligatoire, hein, c'est l'article numéro 3 de la loi Hamon. Ce guide, qu'est-ce qu'il dit? En fait, il challenge tout projet de l'économie sociale et solidaire par rapport à 8 thématiques différentes, dont la santé, la qualité de vie au travail, la gouvernance, le lien avec les usagers, l'éco-responsabilité. Et donc, si vous travaillez dans l'économie sociale et solidaire, n'hésitez pas à lire déjà ce guide qui est vraiment très bien fait. Bon, il y a 2 livrets, hein, mais qui, du coup, vous donne des bonnes orientations, des bons indicateurs de bonnes pratiques dans l'économie sociale et solidaire. Voilà,
parler. J'ai pas vu trop les questions qu'il y avait à droite. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce tour d'horizon de l'ESS. On a beaucoup de questions et on va y revenir dans notre troisième partie. Ça nous laissera le temps effectivement d'échanger avec Nicolas Verne de Jobs That Make Sense sur les moyens, les outils à disposition pour mettre toutes les chances de son côté. Donc, je vais reprendre la slide. Donc, l'idée, c'est sur cette seconde partie, c'est déjà de se questionner et de comprendre pourquoi finalement vous vous intéressez à l'ESS, qu'est-ce qui peut vous amener à vouloir vous lancer. Donc, Nicolas va vous éclairer, vous aiguiller sur ces parties-là. Et puis ensuite, on va évoquer les astuces qui pourront vous aider à augmenter vos chances de décrocher un emploi. Nicolas Verne, du coup, je te laisse tout d'abord présenter Jobs That Make Sense. Eh bien, bonjour à tous. Bon, je peux commencer par me présenter Jobs. Du coup, je travaille donc chez Make Sense et notamment chez Jobs That Make Sense. Très rapidement, on veut être la plateforme de référence pour accompagner les personnes dans leur transition pro vers l'impact, à savoir toutes les personnes déjà qui recherchent un emploi en leur proposant je dirais toute une série d'offres d'emploi au sens large. J'entends CDI, CDD, stage, alternance, service civique, bénévolat, freelance, mais aussi les accompagner dans leur réflexion, je dirais, autour de leur recherche, à savoir, voilà, peut-être qu'avant de faire ma recherche, j'ai besoin de mieux me connaître et de savoir quel métier je recherche. J'ai peut-être besoin de me former, j'ai peut-être besoin de m'inspirer, j'ai peut-être besoin de m'engager dans d'autres, je dirais, expériences, assos, etc. Donc, du coup, on se veut accompagner tous ces gens. Donc, en gros, très rapidement, en 2020, il y a 1400 recruteurs qui ont publié des offres d'emploi, dont, en fait, j'ai vérifié, si on compte la Gironde ou Bordeaux un tout petit peu plus large, il y en a 150 depuis l'année dernière. Et donc, il y a pas mal de monde qui passe sur cette plateforme. Voilà. Du coup, si vous vous questionnez du coup, si aujourd'hui vous vous dites, OK, moi je veux rejoindre l'ESS, c'est sûrement soit parce que vous êtes déjà dans l'ESS et que vous vous intéressez à l'ESS, soit que vous vous dites, OK, moi aujourd'hui, voilà, j'ai un petit problème de sens à mon travail et ce qu'on appelle le brown out. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme, c'est assez récent, hein, ça date de 2013 par un anthropologue américain, mais en gros, ça veut dire quoi? C'est littéralement baisse de courant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vécu par un salarié qui ne comprend pas ou qui ne comprend plus son travail. Et typiquement, si vous demandez aujourd'hui si vous vous sentez utile à votre travail, si vous effectuez des tâches dont vous ne comprenez pas la valeur ou si vous ne comprenez plus votre rôle dans la structure, vous êtes certainement atteint sur le mode de burn-out, qui est au contraire du burn-out, qui est un excès de travail. Le burn-out, c'est une perte de sens. Et c'est une vraie pathologie qui peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être pas d'intérêt, ça peut être une to-do qui ne descend jamais en fait. Ça peut être des excuses pour éviter toutes les réunions. Ça peut être de checker ses mails du matin au soir. Ça peut être de souffrir physiquement, en fait, concrètement. Vous n'êtes plus en forme, vous ne mangez pas, vous ne dormez pas, vous abandonnez le sport. Quand on parlait de marathon électoral, voilà, si vous faites plus de sport tout court de marathon, ça peut être un signe où ça déteint sur votre vie de famille, où vous détestez pas forcément votre boss, mais du moins vous savez jamais s'ils vont apprécier ou non votre travail. Bon, bref, autant d'insécurités qui peuvent vous faire vous sentir mal dans votre travail. Bon, une fois que vous avez fait ce constat qu'en gros il y a un petit problème avec votre travail et que c'est un problème de sens, c'est un premier pas. L'idée c'est ensuite de se dire, ok, bon, ça veut dire quoi un job de sens? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise le mot sens et impact dans tous les sens. Et on cherche un job de sens et donc du coup, toutes les entreprises marketent, ah oui, rejoignez-nous, engagez-vous, vous trouverez un job de sens. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la définition de sens, elle est très propre à chacun. Chacun n'est pas derrière le mot sens la même définition. Sinon, en fait, tout le monde voudrait faire le même travail et serait malheureux in fine. Donc en fait, il faut qu'il y ait je dirais une démarche personnelle et un vrai questionnement de soi sur ce que veut dire le sens. Et ça peut prendre du temps de se poser ces questions, de quelques semaines à quelques mois et à quelques années. Et surtout, ayez conscience qu'au fil de votre, je dirais,
de votre carrière, si on veut, en fait, cette recherche va évoluer au fur et à mesure de votre vie et de de l'évolution de la société, votre famille, etc. Moi, je décèle cinq définitions de sens. Il y a le sens au sens de l'utilité sociale. Je pense que là, c'est le sens, typiquement, si pour vous, la recherche de sens, c'est voilà, rejoindre une structure dans la mission et d'être utile à la société pour qu'elle soit plus inclusive, plus durable. Typiquement, là, une des solutions peut être de rejoindre une structure de l'ESS. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui, parce que souvent, par raccourci, on se dit recherche de sens égale rejoindre une entreprise d'utilité sociale, du coup ESS. C'est un raccourci qui n'est pas déconnant, mais ce n'est pas forcément la seule recherche de sens au début. Ça peut être aussi une quête de soi, à savoir je recherche un travail comme un moyen d'épanouissement personnel, je veux me développer, je veux apprendre, je veux évoluer. Et ça, on peut le faire dans plein de structures possibles. Donc, en fait, ça, c'est peut-être la capacité d'apprendre. En fait, est-ce que j'avais un manager, une structure qui va me permettre d'évoluer? Ça peut être une recherche d'impact. En fait, ma demande, mon sens pour moi, c'est de voir concrètement l'impact de mon travail. Et donc, du coup, je ne veux pas être une des mailles de la chaîne et je veux voir concrètement ce que je fais. Donc, ça peut être une recherche soit de travail manuel ou soit de ne pas être une personne parmi 5 000, 100 000 personnes dans une entreprise, mais je veux que je ne sois pas remplaçable, si on veut. Ça, c'est un peu les trois définitions que je mettrais en haut. Et éventuellement, ça peut être aussi une recherche juste de stabilité. En fait, moi, le sens pour moi, c'est je veux juste gagner de l'argent suffisamment pour bien vivre. Mais moi, mon sens, en fait, c'est à côté, c'est mon temps libre. Et ça peut être aussi, moi, ce qui fait sens pour moi, c'est de faire carrière, c'est d'avoir une position sociale, une reconnaissance sociale qui se retranscrit dans mon travail. Bon, il se trouve que la stabilité, avoir un gagne-pain et être carriériste, j'ai l'impression que c'était plus une recherche du XXe siècle, encore qu'il n'y a aucun mal à ce que ce soit une recherche aujourd'hui de quelqu'un. Bon, voilà, donc du coup, une fois qu'on s'est dit, OK, bon, il y a ces différents sens, et OK, en fait, je me rends compte que je peux chercher à avoir de l'impact et pas forcément que la structure dans laquelle je travaille ait une utilité sociale, avant tout, quoi qu'il y ait différents coefficients entre ces différents critères. Il y a la question de, en fait, concrètement, comment on définit concrètement, je dirais, notre job, la structure dans laquelle on va le rejoindre. Et là, je vous donnerai un outil, parce qu'il y a plein de formations qui existent, d'accompagnement type Little Big Impact, type Swiss Collective, type Chance, type So Many Ways, qui peuvent vous accompagner en ce sens. Mais même vous-même, vous pouvez vous poser les questions de, OK, concrètement, comment je trouve un voie professionnelle et comment je trouve le bon équilibre entre mes passions, mes forces, mes valeurs et une rémunération correcte. Ce qui fait qu'en fait, là, si vous tapez Ikigai, IKI-GAI, vous avez plein de petits cercles. Et l'idée, c'est d'être au centre de ces quatre choses-là. Parce qu'en fait, concrètement, sinon, si vous touchez que, par exemple, si vous avez un job que vous aimez et dans lequel vous êtes doué, en fait, c'est plus une passion. Si c'est une mission dans laquelle vous êtes doué et vous êtes payé pour, c'est une profession. Si vous êtes payé pour et que le monde a besoin de vous pour ça, c'est une mission, mais vous n'êtes pas forcément rémunéré, vous ne l'aimez pas forcément. Et si vous aimez ce que vous faites et le monde en a besoin, c'est presque une vocation, mais vous n'êtes pas forcément doué pour et vous n'êtes pas forcément payé pour. Donc, finalement, l'ikigai, c'est le combo de ce pourquoi je suis doué, ce pourquoi je vais être payé, ce que j'aime et ce dont le monde a besoin. Et rejoindre une structure de l'ESS, c'est une des façons de rejoindre, d'atteindre cet ikigai, puisque y a déjà toute structure de l'ESS, en théorie, a pour mission d'aider le monde, et ça fait déjà une case de cocher, finalement, ce que les autres structures ne cochent pas forcément. Voilà, on peut passer à la Une fois que les participants ou que le candidat décide de mettre ses compétences au service d'un projet collectif, de contribuer à remettre l'humain au cœur de l'économie, quels sont les moyens de rechercher, comment on cible, très de manière pragmatique, comment on fait pour candidater dans l'ESS? Est-ce que c'est différent finalement que de candidater dans un secteur classique? Eh bien, c'est une très bonne question, Audrey. Je vais y répondre tout de suite. Alors, excellente question.
la candidature en ESS par rapport à une structure qu'on pourrait qualifier de classique est sensiblement la même. En fait, toute personne, enfin toute entreprise cherche des personnes finalement enfin, avec du bon sens, des personnes enfin, qui vont être capables, je dirais, d'apprendre, de se développer et qui savent, je dirais, enfin, réfléchir tout simplement. Toute structure cherche des gens qui sont débrouillards, qui vont savoir s'adapter, qui vont savoir mettre les mains dedans concrètement. Et toute structure cherche des personnes qui vont avoir la bonne énergie, une bonne énergie, qui vont être optimistes, qui vont pas voir chaque tâche comme un obstacle insurmontable, mais comme un challenge à réussir, qui vont bien s'insérer, je dirais, dans la structure. Ce qu'on peut résumer en énergie, génie, cambouis. Voilà. Si toute structure recherche ça. En plus d'une autre structure, je dirais que la seule, entre guillemets, différence, mais notable, c'est qu'une structure de l'ESS va mettre un point encore plus important sur l'aspect valeur de la personne, à savoir sur ses convictions, sur son engagement, parce que en fait, toute personne finalement représente indirectement son entreprise et que en fait, souvent, les structures de l'ESS en fait, vont être plus exigeantes sur ce point. Je dirais que finalement, c'est la seule différence, et ce qui signifie qu'en fait, à l'inverse, si vous dites, OK, moi, je veux. Moi, mon combat, c'est l'anti-gaspillage alimentaire, c'est ma passion, l'anti-gâchis, c'est ma vie. Et si vous arrivez, entre guillemets, juste avec ça, bah, ça ne va pas suffire. C'est nécessaire, mais ce ne sera pas suffisant. Et donc, du coup, pour ça, il faut vous préparer. Et ça passe par une préparation, je dirais, d'entretien classique. Donc, en fait, comment ça marche concrètement je dirais que si on passe, on pourrait revenir juste après sur la page de candidature. Durant, je dirais, l'entretien, sur ce que vous allez devoir démontrer, en fait, il va falloir que vous démontriez que parmi vos expériences passées, vous avez eu l'impact. L'impact, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, si vous dites, moi, j'ai travaillé dans mon entreprise et on gérait des partenariats, ça veut dire quoi? Moi, ton équipe, gérer les partenariats, concrètement, ça ne veut rien dire. Par contre, si vous dites, OK, moi, en fait, j'ai rejoint une équipe de 3 personnes. Mon objectif à l'arrivée, c'était de refaire signer 100% des partenaires. Il y en avait 5, c'était tel partenaire qui ramenait tant de chiffre d'affaires. Et moi, concrètement, j'ai réussi à les faire signer en tant de temps et j'ai aussi réussi à faire signer X partenaires à X euros. En gros, pour moi, arriver à matérialiser, à chiffrer, à dire concrètement ce que vous avez fait dans la structure, ça va vous permettre de sortir du lot et d'expliquer à votre interlocuteur, votre employeur, l'impact que vous avez eu dans la structure. Donc, on peut le résumer en contexte, action et résultat lors de l'entretien, par exemple. Oui, c'est pas mal, exactement. Je pense que il est aussi important, des questions classiques d'entretien, c'est de quoi vous avez été fier ou de quoi vous avez été moins fier. Et la notion de fier est assez forte. Si vous n'arrivez pas à mettre quelque chose de concret derrière le mot fier, c'est mauvais signe. Ou à l'inverse, le bon candidat saura là où il a fait une erreur, je dirais, il dit ouais, en effet, là j'ai merdé, mais en fait, si ça avait été aujourd'hui, j'aurais fait ça, 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 ça. Le bon candidat sait où il a fait une erreur, a pris du recul depuis et s'est dit ok, voilà ce que j'aurais mis en place aujourd'hui pour le faire. Et en fait, ça démontre un vrai recul, une vraie maturité que de savoir pointer ses erreurs et ne plus les refaire finalement. Comme je dis, je ne sais plus qui, soit je gagne, soit j'apprends, mais je perds pas, quoi, en gros. Et en plus, du coup, si vous vous dites, OK, mais en fait, je postule à une structure, mais dans l'ESS, par exemple, mais j'ai jamais bossé dans l'ESS, ou ça va pas être pertinent parce que je suis en reconversion, etc. Et ben en fait, il n'y a pas que vos expériences pro qui comptent. Finalement, vous avez plein de projets à côté, vous avez certainement, je sais pas, monté des petits projets, été bénévole, vous avez des passions. Bref, en fait, l'idée d'un entretien, c'est de montrer que vous avez le potentiel pour rejoindre. Personne n'a jamais fait exactement le même poste dans la même structure, etc. Ça, Et d'ailleurs, ce serait peut-être une mauvaise chose que de dire ouais, moi j'ai exactement déjà fait ça, parce qu'en fait, du coup, vous allez vous ennuyer au bout de 2 mois. C'est louche, en fait, pourquoi vous ne restez pas dans la structure dans laquelle vous êtes. Enfin, du coup, pour moi, je trouve que c'est l'ancienne mode de façon de recruter, selon moi. Et si vous arrivez à démontrer que dans je sais pas moi,
tel projet où vous avez, je ne sais pas, moi n'importe, fait le Tour de France fait tel projet. En fait, si vous arrivez à déceler les compétences que vous avez dû mettre en place pour arriver à ce projet, ou dans tel engagement bénévole, ou dans tel assaut, etc., et ben, ça vous marquerait beaucoup de points. Voilà, et pareil, en fait, quand vous parlez de conviction, de bénévolat, de passion, restez pas vague, soyez précis dans ce que vous dites. Je sais pas, moi, par exemple, ça c'est annexe, mais moi je crée une boîte dans le sport. Moi, je fais beaucoup de sport. Quelqu'un qui met running, en fait, tout le monde court. Ça veut dire quoi, courir? Enfin, ça veut rien dire. Bon, en fait, bon, du coup, soyez précis. Et enfin, renseignez-vous sur l'entreprise. Il n'y a rien de pire quand on est une boîte que de se dire, en fait, cette personne, je suis la 20e personne qui va en entretien, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle ne s'est pas renseignée, elle n'est pas allée sur le site de l'entreprise. Renseignez-vous sur l'entreprise. C'est quoi son historique, c'est quoi ses clients, c'est quoi ses enjeux, c'est quoi son site, c'est quoi ses réseaux sociaux. Regardez ses actualités et ça se sent tout de suite quand vous êtes préparé. Donc moi, je vous dirais bien de postuler à beaucoup moins de boîtes, mais que à celles dans laquelle vous croyez. Postuler à un max pour vous rassurer, ça ne vous sert pas parce que du coup, vous êtes moins à fond dans l'entretien et vous savez, vous postulez sans même y croire, quoi. Donc, travaillez vos entretiens. Quelques conseils aussi peut-être pour augmenter ses chances. C'est vrai qu'on a vu la candidature, l'entretien, l'argumentation, mais quelles sont les autres pistes aussi pour pouvoir favoriser le décrochage d'un contrat? Je crois que c'est… Nicolas, tu veux parler? Ou tu veux… Oui, mais je crois que tu l'as mis dans une slide, la slide d'après. Moi, je pense que si vous me laissez parler, je vais. Oui, bien sûr. Non, en ayant pratiqué, je pense que l'expérience, elle est l'expérience humaine, l'expérience. Alors, si on a un parcours professionnel derrière soi qui peut valoriser, effectivement, comme tu l'as dit, Nicolas, des expériences bénévoles, même. Je pense que ce que tu as dit, c'est vraiment important, c'est de se renseigner sur la structure, d'être bénévole dans une association, sur un projet dans lequel on y trouve du sens, où on peut également bien voilà, s'investir, s'impliquer, y trouver du sens, mais également de voir comment se passe la gouvernance, comment se passe la réponse aux besoins d'utilité sociale, quels sont les liens avec les bénévoles, les salariés. Voilà, moi je vais vous donner un exemple personnel. Honnêtement, moi je suis administrateur de ma caisse locale d'une banque mutualiste. Bon, en fait, je voulais savoir comment se passe la gouvernance dans une banque mutualiste, enfin, dans une caisse locale, pour savoir si effectivement c'est en phase avec les valeurs que je défends, et de voir aussi comment fonctionnent aussi les banques mutualistes qui malheureusement sont vraiment aussi sur des problématiques de marché. Mais au-delà de ça, il faut être bénévole aussi dans différentes associations, peut-être suivre des projets, aller juste en assemblée générale, même si vous n'êtes pas bénévole dans une asso, aller dans des assemblées générales d'associations qui peuvent vous intéresser, parce que le bénévolat, ça prend du temps, il faut trouver le temps, mais aller juste à une assemblée générale qui sont généralement ouverte à toutes et à tous, ça peut être intéressant de voir comment se passe la gouvernance, les décisions, les projets. Et de tout ça, vous pouvez, ça peut vous donner aussi des idées, ça peut vous donner aussi une motivation, ça peut vous donner des arguments, surtout lorsque vous candidatez. Et voilà, sur l'expérience, autant que sur le niveau de formation. Après, les compétences, elles doivent être là, c'est évident. Mais effectivement, il y a beaucoup de savoir-faire, de savoir-être et d'expérience professionnelle dans cette économie sociale et solidaire. Et puis, d'autre part, comme l'a dit Nicolas, c'est le statut. Effectivement, si vous devenez coopérateur d'une SCOP ou co-gérant d'une SCOP, là, du coup, il y a d'autres enjeux, en tout cas. Mais on reste surtout sur la participation et au sociétariat et à l'implication dans la prise de décision, ce qui est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, sur les associations, beaucoup d'associations challengent leur mode de gouvernance sur une gouvernance collégiale. Parfois, il n'y a ni présidente ni président, ce qui est possible dans une association maintenant. Parfois, il y a des salariés qui ont ou en tout cas, l'équipe salariée a un référent administrateur dans l'association, dans le conseil d'administration. Voilà, il y a des choses qui évoluent, il y a des modes de gouvernance qui évoluent avec le temps, et je trouve ça vraiment très intéressant. Et du coup, de se renseigner là-dessus, ça peut être un atout aussi après dans votre recherche d'emploi. Merci. Donc, Nicolas Verne, quels sont les outils à disposition des candidats pour chercher un emploi finalement? Ouais, je vais essayer d'être le plus succinct possible pour laisser le temps aux questions, et j'ai noté les 400 questions Oui.
principales qui avaient été mises pour y répondre peut-être dans la foulée. Oui. Le process de recrutement, j'ai l'impression que j'en ai pas mal parlé avant. Ce qu'il faut voir en fait très succinctement, c'est qu'en fait souvent les entretiens classiquement c'est un appel de motivation. Au fait, est-ce que tu n'as pas postulé par hasard? Est-ce que je suis pas une personne parmi 100 recruteurs? Pourquoi tu veux? Enfin là c'est une histoire de motivation. Ça c'est souvent un premier appel de 20 minutes. Et ensuite souvent, sauf des entreprises qui pètent un câble à faire 12 ou 1000 cas, il y a deux, je dirais, étapes principales. Il y a une étape, souvent avec votre manager direct, qui va être concrètement d'évaluer vos compétences. Là, ça va être, on va parler du métier, ça peut être un cas à faire en direct ou chez vous pour montrer que vous vous projetez dans le métier et que vous êtes bon pour ce métier. Ça, c'est la première étape. Il y a souvent une deuxième étape avec, je ne sais pas moi, le CEO de la boîte, un associé ou quelqu'un souvent qui va représenter la partie valeur, la partie fit, où là, il va falloir démontrer que en fait, vous adhérez aux valeurs de la structure et que vous y épanouirez. Voilà. Et accessoirement, ce que je n'ai pas dit juste avant pour votre candidature, c'est que mine de rien, aujourd'hui, quand vous postulez, moi, quelqu'un qui postule, la première chose que je fais, c'est que je vais sur son profil LinkedIn. Si ce n'est, d'autres vont sur leurs réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter, ce qu'on veut. Soignez votre profil LinkedIn. Une photo claire, un titre clair, des expériences exprimées et pas juste, je sais pas moi, stage machin, employé, ça ne veut rien dire. Enfin, mettez concrètement ce que vous avez fait sur votre LinkedIn et il y a un CV à jour. Il faut que tout ce que vous mettez dans votre LinkedIn ou dans votre CV vous aide, soit précis et vous mette en avant. Et accessoirement, checker ce qu'on peut voir sur vos, profils, sur vos réseaux sociaux quand on n'est pas ami avec vous. Ce serait bête que ça vous perde et que votre photo de profil ce soit une énorme beuverie et qu'en fait, ça ne marche pas. Bon, ça, c'est une chose. Deuxième chose, où on trouve un job concrètement. Bon, concrètement, il y a deux ou trois façons. Il y a la façon, concrètement, je vais voir directement les structures qui m'intéressent. Donc, en fait, je vais sur le site de la structure qui m'intéresse, je vais sur sa structure, sur sa rubrique, on recrute, emploi, recrutement, et je postule. Soit un job qui est mis en ligne, soit de façon spontanée, parce que c'est possible aussi. Ça, c'est la première façon. Vous connaissez l'entreprise, vous postulez. Deuxième façon, vous passez par des job boards qui réunissent du coup une multitude d'offres d'emploi. Et là, il y en a plein qui existent. Finalement, le plus gros job board de la Terre, finalement, c'est LinkedIn en soi, en termes d'emploi. Mais il y a aussi des Indeed qui sont assez énormes au météo jobs. Là, il y a tout et son contraire. Il y a Welcome to the Jungle qui devient une référence, notamment dans le milieu startup, mais pas que. Il y a Job Teaser qui est présent surtout dans les écoles. Et accessoirement, il y a Job That Makes Sense. Job That Makes Sense qui, du coup, pour moi, pas pour moi, en fait, pour moi, est la référence dans l'impact et réunit. Je crois que là, cette année, il y a eu plus de 4, c'est ce que je dis, je crois qu'il y a eu plus de 4000 annonces depuis le début d'année et ça va que en grandissant. Donc, je réponds à une question en même temps. Il y avait la question, est-ce qu'il y a des postes en chargé de projet communication? J'ai juste tapé chargé, quelque chose sur Jobboard. Je crois qu'il y a 20 annonces de chargé de mission, projet, partenariat. C'est 2-3 derniers jours. Donc, ouais, il y a ce qu'il faut. Ça, où trouver et accessoirement, il faut être en veille permanente. Donc, en gros, c'est être sur les réseaux, je dirais, quasi tous les jours. Déjà être sur les job boards quasi tous les jours, parce qu'en fait, il y a rien que Jobs, that makes sense, il y a 20 ou 30 annonces par jour. Alors, sur je sais pas, sur un LinkedIn ou sur autre, il faut faire une recherche quasi quotidienne pour moi. Et après, important aussi de s'inspirer, de s'informer de l'actualité. En fait, il y a pas mal d'acteurs qui relayent souvent beaucoup d'infos. Je pense à Juliette Noël sur LinkedIn, à Jean Moreau, à Eva Sadoun, ou aussi aux structures que vous suivez, qui vous intéressent. Je sais pas, des Greenpeace, des Make Sense, des Too Good To Go, des Phoenix. En fait, ce sont des énormes structures qui relayent quotidiennement. Ou alors des médias comme Madines, par exemple, ou autres, qui relayent souvent des infos sur des infos. Voilà. Merci. Ce que propose Nicolas, c'est qu'on réponde aussi aux questions. Il nous reste un petit peu de temps. Alors, merci en tous les cas pour votre apport, Nicolas de la CRES et Nicolas de Jobs That Make Sense. On a eu donc quelques questions.
Une, par exemple, comprendre les difficultés de croissance pour une ESS. Y a-t-il un secteur d'activité qui ressort plus qu'un autre? Alors, on l'a abordé quand même sur les secteurs d'activité. Est-ce que tu peux compléter peut-être, Nicolas Pérez? Ouais, en fait, on l'a présenté tout à l'heure, mais je pense qu'il faut vraiment. Je pense que le secteur du réemploi et de tout ce qui est économie circulaire a tendance à vraiment se développer là, suite à ce qu'on vient de vivre. Et puis, il faut comprendre que plus on va avoir une consommation responsable, et c'est le cas actuellement, tout le monde, au-delà de l'emploi, de la recherche d'emploi, se questionne sur une consommation plus responsable. Et donc, du coup, forcément, l'agriculture locale, l'alimentation durable, toutes ces questions-là vont prendre encore plus de place dans nos modes de consommation et de production. Et je pense que c'est sur ce secteur-là qu'on va pouvoir voir des créations de nouveaux projets. Il y a également tout ce qui est énergie et mobilité. Donc voilà, je suis encore dans la transition écologique et énergétique, mais on va, enfin voilà, vous le savez tous, on nous dit tous qu'on va droit au mur, mais on peut faire bouger les lignes. Et donc du coup, il y a de nombreux projets qui émergent, et je pense que sur ces questions-là, il va y avoir quand même pas mal d'emplois à pourvoir. Et puis je vous dis, il faut, enfin, même si la majorité d'entre vous habite sur la métropole, je pense qu'il faut aussi solliciter alors, sur les secteurs d'activité, des entretiens conseils auprès de directeurs, de dirigeants ou de salariés d'entreprise qui, ou ce que je vous ai cité là, peuvent aussi challenger votre CV ou votre expérience, et peuvent aussi vous apporter des conseils ou des avis. Et vu qu'on est sur des valeurs de solidarité, je pense qu'ils seront plus à même aussi d'accepter ces sollicitations, même s'ils sont débordés en ce moment. Une autre question concernant l'impact en fait de la crise sanitaire, et finalement peut-être des candidats qui sont frileux, qui se demandent si c'est le bon moment en fait de se lancer ou de rechercher dans l'ESS. Mais il y a toujours, enfin, je pense qu'il faut toujours œuvrer dans sa recherche d'emploi. Je pense que c'est le moment peut-être de pouvoir vous investir dans des associations qui ont peut-être des besoins de bénévolat, qui se questionnent sur leur gouvernance, qui font face aussi à une baisse du bénévolat, qui font face aussi à un manque de diversité dans leurs bénévoles. Et puis il y a des associations, puis il y a des projets comme le supermarché coopératif de Supercoop. Il peut y avoir aussi une implication sur d'autres projets coopératifs comme Enercoop. Je pense que ça peut être intéressant de prendre le temps là actuellement, même s'il y a une difficulté dans une raréfaction des offres et une difficulté dans la recherche d'emploi, de pouvoir prendre ce temps pour s'impliquer autrement en vue à moyen terme d'avoir une opportunité. Parce que du coup, je pense que de consacrer ce temps libre, effectivement à la recherche d'emploi, mais aussi à l'implication dans des structures comme celle-là, ça peut être bénéfique à moyen terme. Et donc voilà. Je peux me permettre de je suis totalement d'accord avec Nicolas. Et d'ailleurs, petite minute pub, chez Make Sense, vous pouvez vous engager dans des programmes bénévolat type réaction pour soutenir les soignants, personnes âgées, agriculteurs et sans-abri notamment. Mais aussi, moi, je vais être plus optimiste que ça même encore, mais je suis de nature très très optimiste. Oui, engagez-vous si vous ne trouvez pas pour le moment, engagez-vous, super idée. Et ça marquera des points en vue de vos recherches futures. Mais de ce que je vois, parce qu'il se trouve que mon job précédent, j'étais dans un cabinet de recrutement ces 3 dernières années, et ce que je vois, c'est que autant les structures dites classiques, selon les secteurs, prennent assez cher durant cette crise. Je dirais qu'en gros, il y a 3/4 des entreprises qui prennent cher, concrètement, et 1/4 qui sortent du lot: médecine, transport, livraison, formation en ligne, etc., notamment, par exemple. Mais par exemple, sur Jobs That Make Sense, qui concentre plein de jobs à impact, je réponds du coup aux 2 questions en même temps. Problème de croissance de l'ESS, oui, une structure de l'ESS n'a pas pour but de scaler, de faire de la croissance à tout va, et puisque, comme Nicolas l'a expliqué au début, il y a une notion de gestion responsable, et de ne pas mettre tous ces 2 dans le même panier, de faire un peu comme dans le Vendée Globe en ce moment, le bateau. Il y en a qui mettent tout à fond les ballons. Ah ouais, en fait, il y en a 10 qui pètent, quand ceux qui sont plus sécures avancent peut-être plus lentement, mais sûrement. Ce que je vois sur Jobs, moi, c'est qu'en fait, la courbe de croissance des structures dans l'impact
a fait que augmenter et n'est pas du tout, je dirais, impacté par la crise parce que plus diversifié, plus ancré dans les territoires, ramène plus de monde. Donc, je pense que, est-ce que c'est le moment de démissionner sans avoir d'emploi? Peut-être pas. Est-ce que c'est pas le moment que d'accélérer sa recherche dans l'ESS? Oui, parce que eux, elles ont à proposer du sens, elles ont à proposer de vous faire grandir. Ça ne sera jamais elles qui auront les poches les plus profondes, mais elles ont un projet à proposer et je pense qu'elles continuent à recruter en ce moment. Voilà, c'est mon optimisme qui parle. Et du coup aussi par rapport à l'implication, j'en profite, hein, la coopération, elle prend du temps. Du coup, voilà, c'est pas le monde des bisounours non plus. Voilà, on n'est pas là pour dire que c'est le monde des bisounours, mais c'est le monde où on se pose des questions collectivement et tout n'est pas dû en fait. Et du coup, ça prend du temps, il y a des débats, tout le monde n'a pas le même avis, mais honnêtement, ce qui est intéressant, c'est du coup d'œuvrer dans un projet qui a du sens. Mais effectivement, il y a des débats sur le comment on fait pour que le projet il avance. Donc voilà, c'est pas non plus d'une histoire de tout, enfin voilà, sur un long fleuve tranquille, mais c'est assez intéressant quand même de vivre ces expériences et de pouvoir aussi après de se dire que eh bien on est utile socialement et dans son travail et dans ses implications autres. Audrey, si tu veux, il me reste une minute, je vais noter toutes les questions. Si tu veux, je peux répondre aux 3-4 questions qui restaient en 30 secondes. Allez, Ok, parfait. Il reste 3 questions qu'on n'a pas répondu. Transfert de compétences métiers sans connaître le secteur ESS, c'est un grand oui. Pour moi, justement, les structures de l'ESS, on m'a dit hier encore, c'est cool avec toi parce qu'en fait, tu as vécu d'autres structures que celle dans laquelle tu travailles aujourd'hui. Donc, du coup, tu peux nous apporter une autre culture, etc. Et donc, du coup, c'est un énorme oui. Ces structures, elles n'ont peut-être pas énormément d'argent à proposer, encore peu, mais elles ont un besoin de compétences et tout le monde ne peut pas avoir travaillé dans l'ESS avant. Et c'est ce qu'elles vous proposent. Elles peuvent se démarquer. Enfin, elles peuvent peut-être pas vous proposer énormément d'argent, mais un projet. Donc, du coup, pour moi, c'est un énorme oui. Vous pouvez travailler dans l'ESS sans avoir travaillé avant et mettre en avant votre expertise. Ensuite, est-ce que c'est. Et en fait, les deux dernières questions, c'est une même question. Est-ce que. Non, candidature spontanée, oui, faites-en, ça ne coûte rien. Et le côté réseaux sociaux LinkedIn, est-ce que c'est impératif? Ça dépend le métier dans lequel vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes dans la médecine, par exemple, dans l'hôtellerie, je ne pense pas. Et dans d'autres, si vous êtes commercial aujourd'hui et que vous n'êtes pas sur LinkedIn ou marketeux, ça va pêcher un peu. Donc, je dirais que c'est un nice to have. Ce serait mieux. Merci beaucoup, Nicolas et Nicolas. Merci vraiment pour vos conseils, vos interventions hyper pertinentes. Vraiment, je pense que, et j'espère ne pas me tromper, que vous avez apporté un éclairage à nos participants. D'ailleurs, si c'est le cas, il y a des émoticônes. Vous pouvez le rajouter dans le chat ou mettre un pouce si l'atelier vous a convenu. Alors, quelques applaudissements, etc. Merci en tous les cas. On a un autre atelier qui suit, donc c'est entreprendre dans l'ESS. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rester. On va rester d'ailleurs avec Nicolas Pérez et d'autres intervenants qui vont se joindre à mon collègue. Mais en tous les cas, merci, encore un grand merci Nicolas Verne et Nicolas Pérez pour votre participation et vraiment à nos participants qui ont vraiment réagi via le chat. Donc, ça souligne un intérêt vraiment important par rapport au sujet et c'est très, très plaisant. Merci et à très bientôt. Merci. Je vous laisse rester en ligne pour ceux qui souhaitent suivre la création dans l'ESS. Oui, Nicolas? Un mot de la fin en 10 secondes, si vous voulez. Oui. Moi, je dirais 3 choses. 1, l'ESS, c'est un secteur d'avenir. Donc, en fait, et en plus, qui ne connaît pas la crise. Donc, foncez. Deuxièmement, il ne suffit pas d'avoir que de la bonne volonté. Préparez-vous. Ça se prépare encore plus qu'un entretien normal. Et troisièmement, croyez en vous. Voilà, ce serait le mot de la fin. Merci, Nicolas. Et vive l'ESS, vive la Maison de l'Emploi de Bordeaux, vive la CREES. Et on va vous envoyer, si ça vous intéresse d'ailleurs, le support, puisqu'on a un autre, en fin de support, on vous a mis aussi des ressources sur les acteurs de l'ESS, sur les différents job boards sur lesquels vous pouvez trouver aussi des offres d'emploi. Donc, si ça vous intéresse, on vous envoie tout ça et avec grand plaisir si vous avez des questions pour la suite.
Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.